Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent M. Amidou Doumbouya. Il est secrétaire politique du parti Yelema, non moins auteur du livre intitulé Les mots et les remèdes de l'Afrique. Monsieur Doumbouya, merci de cette première comparution devant le Grand Jury. C'est à moi de vous remercier. C'est un grand honneur d'être sur ce plateau prestigieux. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta. Il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Eladj Chana Takiou, le nombre là, je laisse Abdraman rappeler le nombre de fois que Chana a été. On est fatigué de compter, vraiment. Il est fatigué. On est fatigué de compter. Monsieur Takiou, merci d'être là. Je m'apprête aussi pour une autre humora. Il faut nous épargner vraiment la peine de compter vraiment. Et le nombre de ces promenades à l'extérieur. Et je suis Oumar B. Sidibé, pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Doumbouya, votre observation sur la composition du jury? Bon, c'est une fierté d'être avec des journalistes ou même un membre du jury aussi compétent. J'ai l'habitude d'écouter cette émission, je connais la qualité de l'émission, l'audience de l'émission, donc c'est un privilège et je sais qu'on va avoir des débats francs avec la plus grande sincérité que je leur connais, donc je pense que ça va bien se passer. Abdraman, on nous fait souvent le reproche de ne pas inviter souvent les jeunes à effectivement, j'allais le dire. On nous avait fait peut-être... On était rentré dans une logique de variation. Et la variation n'est pas respectée pour ce qui est du statut politique de l'homme, mais elle est quand même respectée pour ce qui est de sa génération. Puisque très généralement, ce sont des anciennes figures bien connues de la classe politique. Aujourd'hui, c'est une jeunesse qui s'impose de plus en plus comme le nouveau visage de la politique malienne. Donc c'est aussi une autre opportunité pour nous de les révéler au public, une opportunité, une occasion pour eux aussi de se révéler au politique. Surtout que M. Doumbouya, depuis qu'on le connaît, pour peu qu'on le connaisse, s'illustre quand même par une certaine franchise, un courage de ses idées, une liberté de ton et une liberté de pensée qui pourrait être intéressant dans l'échange que nous aurons aujourd'hui et profitable pour le public. Chana, quels sont vos préjugés déjà sur l'invité? Oui, vous l'avez dit, on a l'habitude de nous faire ce reproche. Moi, chaque fois que je rencontre très souvent Diko de l'URD, qui est secrétaire politique, chaque fois qu'on se rencontre, il me fait ce reproche-là. Donc, c'est parti. Certainement, bientôt, ce Diko, secrétaire politique de l'URD, aussi sera notre invité. Cela dit, Hamidou, je l'ai observé depuis très longtemps, d'abord sur Facebook, les réseaux sociaux. Et j'ai vu en lui un jeune homme engagé, intelligent. Et certains diront qu'il est politique. Mais moi, j'ai toujours vu à travers ses prises de position un engagement patriotique. Ce n'est vraiment pas un intérêt politique particulier qu'il défend, mais j'ai toujours vu en lui quelqu'un qui défend un idéal, qui défend un engagement patriotique. On n'est pas d'abord au niveau de la réquisition, oui. Mais déjà, je pense que nous avons quelqu'un qui a des idées en face de nous. Et comme Abdraman l'a si bien dit, en cette période cruciale de notre pays, quelqu'un qui peut dire des choses sans porter des gants, le dire dans la plus grande courtoisie et avec la plus grande sincérité. D'accord. Je pense que c'est un invité de qualité ce soir. Je vous laisse déjà ouvrir ces balles. Merci, comme d'habitude. Vous savez que c'est sa première comparution devant le grand jury. Oh. Donc nos lecteurs, oui, j'allais dire nos téléspectateurs, oui, ont envie de savoir qui est Hamidou Doumbouya. Votre cursus universitaire.
et bien sûr professionnel, même si je sais qu'actuellement, vous êtes retourné sur les bancs. Oui. Vous faites la grande ENA, ce qu'on appelle aujourd'hui Prestigieuse, hein, la prestigieuse ENA. Donc, parlez-nous rapidement de votre cursus universitaire professionnel. Ok, merci beaucoup. Je suis Amidou Doumbia, secrétaire politique du parti Élément Le Changement. J'ai fait le lycée technique de Bamako, série maths technique économie. J'ai eu le bac avec la mention assez bien. J'ai commencé à l'UG, l'Institut universitaire de gestion, avec un diplôme universitaire de technologie. Ensuite, j'ai fait le concours de la fonction publique avec ce diplôme-là. Je suis rentré en tant qu'un des plus jeunes fonctionnaires à l'âge de 23 ans. Ensuite, je me suis inscrit pour faire une maîtrise en sciences techniques commerce international, plus un MBA en marketing, communication et distribution. Il n'y a pas longtemps, j'ai tenté le concours d'entrée à l'École nationale d'administration pour avancer en catégorie et pour renforcer mes capacités. J'ai eu l'année dernière et voilà, je continue à apprendre, à me renforcer sur le plan intellectuel au niveau de l'École nationale d'administration, qui est aujourd'hui une école, une référence en matière de formation des hauts fonctionnaires de notre pays. Dramane. Effectivement, dans votre parcours, il vient de le dire, vous avez été même l'auteur des livres sur les mots et les remèdes de l'Afrique. Et effectivement, ce livre-là, moi j'ai pris connaissance de ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été publié, mais je suppose qu'il a été publié à un moment où le débat sur l'Afrique fait rage. Il y a une année, Comme vous le savez, ouais. En tout cas, à un moment où le débat fait rage. Est-ce que votre perception des mots et ces remèdes, dans quelle mesure il épouse cette tendance panafricaniste que nous connaissons aujourd'hui, qui est en train d'embraser le continent et le monde? Ok, merci pour cette question. Le livre a été édité en 2021 par la maison d'édition Les Baudelaires en France. Et le livre traite de beaucoup de mots qui minent notre société, surtout l'Afrique. J'ai beaucoup parlé des questions d'alternance, les troisième mandats, que je pensais allaient être quand même une des causes pour justifier les coups d'État. Dans le livre, on a prédit que le président Alpha Condé n'allait pas finir son mandat bien avant qu'il ne soit victime d'un coup d'État, parce qu'on supposait à l'époque que le coup d'État, le troisième mandat, c'est comme des coups d'État constitutionnels. Et ça allait ouvrir la voie à des militaires qui allaient prendre le pouvoir et déstabiliser nos pays. Et nous avons parlé des questions de revenus, la création de richesses. Qu'est-ce que vous aviez dit par rapport à la Côte d'Ivoire? Par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est exactement la même chose que nous avons dit. C'est vrai, ça c'est pas... Oui, c'est un coup. Pour moi, c'est ce que nous avons utilisé. C'est une sorte de ruse. Lorsque vous êtes président d'un pays, vous êtes président d'un parti, et que vous avez même choisi un candidat, et quand ce candidat meurt... Monsieur Doumbia, c'est-à-dire, dans notre contexte, nous remarquons, quand je vous parle de tendance panafricaniste, c'est cette tendance-là, à vouloir vraiment se rabattre chaque fois en abordant les questions, les problèmes de l'Afrique sur un certain malaise, un certain passé colonialiste. C'est ce qu'on ressent un peu on perçoit un peu chez les... Est-ce que vous pensez qu'en réalité, tout ce que vous venez de dire, même ce troisième mandat, tout ça là aussi, est lié quelque part à notre histoire, que cet épisode historique? Je ne crois pas. Moi, j'ai toujours été pour l'introspection. Ce qui nous arrive, c'est d'abord notre faute. Ensuite, les autres. Si tu vois que les phénomènes, les causes exogènes marchent, c'est que dans l'endogène, il y a des problèmes. Il y a des fissures. Si on vous manipule, c'est que vous êtes manipulable. Et si vous êtes manipulable, c'est que c'est à l'interne, ça ne va pas. Donc pour moi, ce qui est important, c'est pourquoi nous avons mis le curseur sur la création de richesses, c'est pourquoi nous avons mis le curseur sur la répartition équitable de ces richesses, c'est pourquoi nous avons mis le curseur sur la gouvernance, nous avons mis le curseur surtout sur le respect de la parole. Parce que quand on dit qu'on ne se présente pas pour un troisième mandat, donc, dans ce cas, et qu'on revienne sur sa parole... Vous pensez par exemple que notre souveraineté, dont on parle beaucoup dans le même sillage, notre souveraineté et notre indépendance que ces panafricains pensent porter, vous pensez que on pouvait les acquérir, on pouvait les affirmer sans forcément se débarrasser, chasser
des anciens colons de ce pays-là. Mais en fait, le colonisateur, il doit partir. Nous devons être nous-mêmes. Mais nous devons être nous-mêmes dans le vrai. Pas en disant partez, mais en oubliant notre propre faute. En oubliant les réformes que nous devons mener, les réformes structurelles. J'ai dit que, par exemple, tout ce discours qui est en train de se faire aujourd'hui fait en sorte de ne pas responsabiliser le citoyen. Parce que nous avons un problème de citoyenneté. Et quand tu abordes un Malien aujourd'hui, il te dit non, le problème c'est pas nous, c'est les autres. Alors que le premier rôle, ou même la volonté, ce qui allait même aider les autorités, c'est d'amener ces citoyens à se remettre en cause. C'est amener les élites. Si je parle d'élite, je ne parle pas seulement de ceux qui sont à la tête des partis politiques. Je parle de cette société civile. Je parle de cette presse qui doivent tous se remettre en question et dire que ce qui nous arrive est d'abord une défaillance collective à l'interne et à partir de cela, trouver des solutions endogènes pour ne pas toujours à nous remettre. Je ne dis pas que les autres nous veulent que du bien, mais travaillons et mettons des bases solides. Sans verser dans donc, je rappelle que ce livre a été coécrit par Amidou avec son frère aîné. Et dans les colonnes même de ce livre, il y a quelques lignes qui sont consacrées à notre émission Le Grand Jury. Monsieur Chana. Qu'est-ce que vous dites? Je toussais donc. Je disais que le livre a été coécrit par Amidou avec son frère aîné. Je suis en arrière parce que toi tu toussais. Je sais très bien. Allez-y. Oui. Monsieur Doumbia, c'est vrai que vous êtes un jeune auteur. Vous avez écrit sur l'Afrique. Les mots et les remèdes de l'Afrique. Les mots et les remèdes de l'Afrique. Et si on ramenait ça au Mali, peux-tu nous dire les mots et les remèdes du Mali? Le problème, les mots du Mali, c'est d'abord, comme je le dis, c'est une crise, une défaillance collective. Une défaillance collective qui commence d'abord par les élites. Les élites qui n'ont pas joué véritablement leur rôle. Leur rôle, c'est de faire en sorte que les citoyens aient accès aux services sociaux de base. Leur rôle, c'est de faire en sorte que les citoyens sachent que le gouvernant est là que pour les gouverner. Mais qui sont ces élites-là? Les élites politiques. L'élite politique et même l'élite militaire. C'est une évidence. Ce n'est pas que les politiques qui ont... L'élite dirigeante. L'élite dirigeante bientôt, bien sûr. Ce n'est pas que les politiques qui ont géré ce pays. Le président Amadou Toumani Touré était un militaire. Le général Moussa Traoré était un militaire. Mais au niveau des départements ministères de la Défense, combien de militaires ont occupé des postes? Combien de, entre guillemets, technocrates ont géré la primature? Le mandat du président Amadou Toumani Touré n'a été géré que par ce qu'on appelle des technocrates, parce que ce n'étaient pas des partisans. Du premier ministre Ousmane Youssoufi Maïga au premier ministre Marama Kaïda Massissé, Modibo Sidibé qui n'était pas membre d'un parti, Agamani. Donc aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que c'est l'élite qui n'a pas surtout réussi à faire ce qu'il fallait faire. Tout n'est pas mauvais, mais l'élite a failli. Et le citoyen aussi a failli. Je l'ai dit, j'ai fait un écrit là-dessus. De ce citoyen qui vote pour celui qui a le plus d'argent, ce citoyen qui ne vote pas pour le programme, mais qui vote par rapport à sa proximité et qui n'a pas choisi le bon dirigeant. Les bons dirigeants et les gens qui se sont montrés dignes de confiance n'ont pas dépassé les 2, les 3%. Et ça, en ce moment, on doit interroger le citoyen malien. Et nos pays... Quels sont vos critères pour dire que certains ont été dignes de confiance, ils ont eu 2%, et ceux qui ont les 50 et plus % ne sont pas dignes de confiance? Quel est votre critère d'appréciation? Moi, par exemple, je vous donne juste un exemple. Comme vous le dites, j'ai un franc-parler. En 2013, lorsqu'on prenait Ibrahim Boubacar Keïta, les Maliens disaient on voulait le changement. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui s'était passé du régime Adema et avec le régime ATT. Lorsque vous prenez... Quoi qu'Ibeka partageait déjà 6 années de l'histoire. C'est ce que j'étais en train de développer ça. Ouais. Quoique Ibeka, il avait été quand même 6 ans, 7 ans Premier ministre. Tu ne peux pas dire que tu ne veux pas du régime de l'ADEMA et tu n'es pas d'accord avec la gouvernance de l'ADEMA et voter pour un président qui a été 7 ans Premier ministre, ce n'est pas la rupture. Et ensuite, président de l'Assemblée nationale. Donc en fait, les citoyens disent que nous voulons la rupture,
Mais en réalité, dans le choix et dans le décryptage du parcours politique et des projets politiques, il y a une incohérence. C'est clair. Vous allez trouver certains en ce moment qui ont présenté des discours de rupture, qui ont présenté une troisième voie, qui, de par leur parcours, tous les Maliens disent celui-là, il n'a jamais touché à l'argent public. Celui-là, il n'a jamais été pris. Vous faites référence à Moussa Mara? Pas seulement que Moussa Mara, Zoumana Sakho, ce n'est pas de son parti. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler mal de lui. Il y en a d'autres encore. Il y a plusieurs candidats qui se sont montrés dignes et qui n'avaient pas géré pendant cette période. Encore que Moussa Mara a partagé l'histoire de la demande. Oui, bon. Vous avez quelque chose à nous rappeler A une responsabilité moindre. Bon, en fait, quand Moussa Mara... Il a été même candidat. Quand Moussa Mara sera là, il va se défendre sur ce point précis. Vous avez Amirou Doumbia. Non, c'est une petite détail que je touche. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Effectivement, il s'est surtout révélé. Moi, ce que je retiens beaucoup de lui, ce sont ses prises de position courageuses lors du référendum. Très sérieusement. Et ce référendum... un épisode qui était censé vraiment amorcer la refondation, qui épouse certainement votre idéal de changement de ce Mali. Qu'est-ce que vous retenez de cette refondation-là, de cette dynamique de refondation qu'on a prise? Et qu'est-ce que vous retenez par ailleurs de l'équilibrisme qui a prévalu à la gestion de la crise interne qui a suscité dans votre parti? Parce que je me rappelle que vous avez pris une position différente d'une certaine tendance du parti et que le parti a été amené à laisser le choix à chaque militant de choisir le oui ou bien le non. Ouais, moi, en fait, votre première question, pour la petite histoire, lorsque l'avant-projet de constitution a été publié, j'étais en Chine pour une formation de 2 mois. Je me souviens avoir discuté avec le président Dr Youssouf Diawara, après avoir analysé le président du parti Yelema, Dr Youssouf Diawara. Après avoir analysé le document, l'avant-projet, j'ai dit au président, ce projet, ce n'est pas à 100% Yelema, mais c'est à plus de 70%. Si, en tant que secrétaire politique, si je dois demander à le parti de prendre une position, ce serait de voter oui. Et j'ai fait une analyse, un tableau. À la fin, le projet finalisé, le projet de constitution, j'ai vu que tout ce que je considérais comme avancé dans l'avant-projet avait été enlevé. La première des choses, c'est d'abord l'impossibilité pour la Cour constitutionnelle de renverser les résultats. Ouais. Ce n'était pas dans l'avant-projet, ils l'ont enlevé. Ramené encore cette prérogative. Alors que c'était quand même un motif valable qui a demandé, qui a fait sortir les gens. C'était le déclic. Le déclic, ça c'est un premier élément. Yelema, dans son projet de 2018, programme d'action concrète pour une transformation économique et sociale, on avait dit qu'on voulait des gouvernements resserrés. Et la limitation des membres du gouvernement, c'était dans l'avant-projet. Et dans le projet de constitution, on l'a enlevé. On dit qu'on va prendre une loi organique. Et j'ai dit, mais ce n'est pas une assurance. Parce que lorsque vous prenez une loi organique, il y a un président qui vient, il veut mettre 30 membres, il change la loi organique, il met 30 personnes. Et ce n'est pas conforme à ce que nous voulons. Et dans l'avant-projet, le pouvoir était à peu près un peu plus équilibré. Parce que le président n'avait pas la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Et dans le projet final, ils ont donné cette possibilité au président de dissoudre l'Assemblée. Et en ce moment, en faisant en sorte aussi que le Parlement ne puisse plus faire de motion de censure. Et que le Parlement ne puisse plus voter un peu la Constitution. Ça n'incarne pas la refondation. La refondation. Et donc, quand j'ai évalué, j'ai fait une note de conformité. Avec le président, j'ai travaillé, j'ai dit, je fais un tableau de conformité entre le projet de constitution et les propositions de Yelema. On n'avait pas dépassé 30% de nos propositions qui étaient dedans. Donc, comment le projet a été accueilli au sein du parti? C'était l'autre volet de la question. Voilà, c'était le deuxième volet de la question. Oui. Le deuxième volet de la question. Oui. Et lorsqu'on a présenté cela aux membres du parti, au niveau de l'élite, je pense que ça ne pose pas de problème parce que c'est facile pour eux de décrypter. Au niveau de la base, on a eu du mal parce que c'est la même, excusez-moi du terme, mais c'est les mêmes narratifs qui vont au niveau des régions, des cercles. Ils parlent là où nous, on a du mal à parler. Et en ce moment, il y a certains de nos camarades qui n'avaient pas compris et qui pensent que, certains de nos militants
qui pensent que si on va contre la Constitution, on va être perçu dans l'opinion comme des opposants à la transition, ça va être comme ça. Il y a des arguments qui ont été donnés que je respecte. Mais moi, en tant que secrétaire politique, ayant défendu l'équilibre du pouvoir, ayant défendu des positions sur des plateaux, je ne pouvais pas porter ce projet-là et voter oui par rapport à cela. Donc nous avons fait des discussions et nous avons fait une analyse politique. Peut-être vous pouvez penser que c'est politicien, mais nous avons vu quand même que l'objectif de ceux qui sont comme nos adversaires, c'est de nous déstabiliser. Mais Amidou, est-ce que la démocratie interne n'a pas souffert au sein de l'ELMA en ce moment précis? Non, la démocratie interne n'a pas souffert parce qu'il y avait plusieurs critères qui avaient été préétablis. La démocratie, c'est le respect des principes préétablis. Et dans les principes préétablis, ce qui était la première condition, c'était que ça soit conforme aux principes et aux valeurs du parti, à l'identité du parti. Ce n'était pas conforme à cela. Et donc, quand on a vu qu'il y a une majorité, une certaine majorité... Donc vous admettez au moins, M. Doumbia, qu'il y a une rupture en politique ici entre les bases et les sommets. J'admets que nous avons du travail à faire. Et ça, il faut de la formation citoyenne et militante. Nous l'avons compris, c'est pourquoi Yelema a créé une académie de formation. C'est un défi. Nous, on reconnaît qu'on a des défis à relever, mais nous faisons beaucoup mieux que ce qui se fait au niveau de la classe politique. Et nous avons décidé de traiter ce problème. Nous avons une académie et nous j'espère qu'Abdraman n'est pas en train de... j'espère qu'Abdraman n'est pas en train de mettre en cause la légitimité de l'équipe dirigeante actuelle. Pas seulement du LMA, tout le monde, c'est l'ensemble des partis qui connaissent ce problème. Allez-y, Chara. Monsieur Doumbia, malgré tout, le référendum a été organisé. On sait que lui, il a emporté. Normalement, devrait suivre la présidentielle et on nous dit que cela n'est pas possible en raison de problème technique. Comment ça s'appelle, le fichier là. Oui, fichier électoral, carte d'identité raison biométrique. Du fichier électoral. Nous on pensait qu'on allait nous dire évoquer la raison sécuritaire, mais on parle du fichier électoral. Comment vous analysez le report de la présidentielle? Léger report, hein? On ne connaît pas une éventuelle date, donc je pense qu'on est... Dans les reports. Il y a des doutes sur le léger report. C'est d'abord un échec. Je tiens à le préciser, parce que je me rappelle le président du parti, Dr Youssouf Diawara, lorsqu'il y a eu le cadre de concertation qui a abouti au chronogramme, il a averti le ministre de l'administration territoriale et lui dire le nombre d'élections que vous voulez organiser. En un laps de temps, ce n'est pas possible. Et que ce chronogramme n'est pas réalisable. Ce jour, on nous a dit que c'est un document de planification. Nous leur avons rétorqué, qui planifie mal, planifie l'échec. Et aujourd'hui, quand on sort et qu'on dit que les élections municipales, les élections législatives ne seront plus... sont abandonnées pour les présidentielles, ça veut dire clairement que le chronogramme, l'objectif que le ministère et le gouvernement s'étaient donné, cet objectif n'est pas atteint. Surtout que les recommandations des assises nationales de la refondation étaient claires, qu'il fallait organiser les élections municipales, ensuite les élections législatives, inverser le calendrier et ensuite les élections présidentielles. Je me rappelle qu'on nous disait que c'était des recommandations exécutoires. Et donc, sur ce plan, c'est une violation des recommandations des assises nationales, premier niveau. Le deuxième niveau, les raisons évoquées ne nous paraissent pas, on a fait un communiqué, ne nous paraissent pas comme des raisons valables, pertinentes. Lorsqu'on dit que telle société tient en otage et des données aussi sensibles, moi, j'ai eu honte. Pour 5 milliards. J'ai eu honte, parce que c'est quand même notre pays. Nous sommes dans un État souverain. On veut affirmer notre souveraineté. Donc, on ne peut pas donner le fouet à, entre guillemets, nos adversaires pour nous fouetter. En sachant que nous n'avons pas trop d'amis, mais faisons en sorte qu'ils n'aient pas des choses à nous reprocher. Donc, sur ce plan, nous avons clairement dit que nous n'étions pas assez convaincus. Et ce que nous avons reproché au processus, c'est le manque de concertation. Parce qu'à la veille, le ministre de l'administration territoriale a envoyé une correspondance aux partis politiques. Et dans cette correspondance, les choses étaient claires.
c'était de nous demander quoi pensez-vous du séquençage des élections, pas du report. Oui, le séquençage. Le séquençage, c'est de dire, est-ce que vous pensez qu'on doit supprimer les autres, aller juste au présidentiel? Ou est-ce que vous pensez que nous devons aller au municipal, ensuite au présidentiel? Les gens ont fait leurs propositions. Mais il y a certains qui ont bien évidemment fait hors sujet en disant qu'on veut proroger, mais ce n'était pas la question posée par le ministre. Et normalement, ça ne devait même pas être pris en compte. Donc, le communiqué, nous avons été surpris de voir le communiqué qui dit clairement qu'il y a un report alors qu'on était en discussion sur le séquençage. Oui, c'est regrettable et j'espère que pour les prochaines étapes, on va pouvoir les corriger. Les critiques sont faites pour que le processus s'améliore. Les critiques sont faites pour que la transition réussisse. Il n'y a rien de méchant dans les critiques, mais nous pensons véritablement qu'il faut changer la façon de faire. Monsieur Doumbia, effectivement, comme l'a dit, on a reporté quand même. On a reporté pour une date dont les limites, des échéances dont les limites ne sont pas connues. Et vous, au niveau de Yelema, en tant que secrétaire politique du Yelema, est-ce que vous vous résignez à l'accepter comme tel? Et qu'est-ce que vous allez poser comme acte pour qu'en réalité on retourne au plus vite possible à la normalité? Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle le momentum. Pour moi, dans tout combat politique, le timing est important. Et votre combat, c'est lequel d'abord? Puisqu'il faut qu'on connaisse d'abord votre combat. Le combat, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Et faire en sorte que les Maliens puissent vivre de manière... Il faut que l'occasion vous soit donnée de conquérir, puisque... C'est ce qu'il est en train de développer. Je vais développer. Et lorsque le pays engage une guerre et qu'il y a quand même des affrontements en cours, il y a certains combats qu'on peut mettre dans le frigo. Pour moi, ça, c'est pour le patriotisme et c'est par égard pour les Maliens. C'est ma lecture politique des choses. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent nous piéger et nous amener à aller à un affrontement, à un combat politique et après qu'on dise que non, les partis politiques ne veulent rien que gagner les élections, non. Il y a un problème au nord de notre pays qui est en train d'être traité. Il y a éventuellement des attaques entre des Maliens. Nous sommes en train de l'observer et nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait l'entente. D'accord. Et qu'on puisse stabiliser. Donc, dans ce cas, allez-y, s'il te plaît. Dans ce cas, on va pouvoir vous maintenir dans une situation anormale, dans une situation aussi longtemps qu'on aura entretenu cette situation-là. Le temps, ce que je vous dis... Parce qu'on ne sait jamais quand cette guerre-là va terminer. Pour vous rassurer... Et vous êtes liés à cette guerre-là pour vous dire... pour vous battre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Peut-être pour vous dire un délai raisonnable vous admettez que le retour à l'ordre constitutionnel soit suspendu aussi longtemps que cette situation-là sera maintenue. Ce que je vous dis, et que soyez sûr de cela, le temps ne joue pas contre nous. Et le temps remet toutes choses à sa place. Et en politique et en stratégie politique, il y a des objectifs stratégiques qu'on se fixe. Et ces objectifs stratégiques, c'est des étapes. Je vous donne la garantie que tôt ou tard, les élections seront organisées. Et si c'est tard, tôt ou tard, que ce soit tard ou maintenant, les élections seront organisées et nous serons prêts à gagner ces élections, Inch'Allah. Nous sommes en train de mettre tous les moyens à notre disposition pour le faire. Monsieur Doumbia, vous avez évoqué tout à l'heure la question sécuritaire en évoquant la belligérance entre deux parties, l'armée malienne et la SEMA. Et en même temps, vous avez dit que vous êtes en train d'œuvrer pour la paix. Œuvrer pour la paix, en quoi faisant? Quelles sont les actions que vous avez posées pour le maintien de la paix ou le retour de la paix? La paix ne peut pas aller sans soulager la peine de nos compatriotes. La paix ne peut pas aller tant qu'il y a le chômage des jeunes. Yelema, je donne cette réponse en 2 temps. Yelema pose énormément d'actions chaque jour. De développement. De création d'emplois. Je vous dis que pendant la transition, c'est plus de 200 emplois créés seulement en commune 4. Des forages que nous faisons, des projets que nous finançons. Ça permet quand même, sans le financement de l'État, à stabiliser et à apaiser certains
qui ne vont pas se rebeller contre l'État. Ça, c'est la première Donc, des il ne choses. s'agit pas des zones de guerre que vous avez Voilà. citées quand même. Je viens. Donc, les zones de guerre, il ne faut pas faire en sorte que la guerre se déplace ailleurs. La planification, la prospective, c'est d'anticiper. Il ne faut pas que des jeunes se rebellent. Il n'y a pas l'insécurité qu'au nord. Il y a l'insécurité dans les grandes villes. Et cette insécurité dans les grandes villes, c'est dû surtout au manque d'emploi et à beaucoup d'autres facteurs Monsieur qu'il faut Doumbia, traiter. monsieur- Maintenant, pour revenir à la question de la belligérance au niveau du nord de notre pays, je voulais réaffirmer que nous sommes pour l'intégrité territoriale de notre pays, premier élément. Et que Kidal, quelle que soit la partie de notre territoire, revient au Mali et doit revenir à l'armée malienne. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, on aurait souhaité, après le départ de l'aménagement, que nous puissions nous entendre. C'est l'idéal et je ne pense pas que les autorités aussi soient contre cela, qu'on puisse s'entendre. Mais c'est un message que je lance aux groupes armés. Nous avons tous intérêt à ce que la paix règne dans notre pays. Mais nous devons tous connaître notre place. L'armée républicaine, la République, il n'y a pas deux choix que de rester dans la République. Et de dire aux autorités de continuer à dialoguer, de continuer à apaiser et de faire en sorte que pour une fois, sans intermédiaire, sans médiateur, que les Maliens puissent se regarder et que les Maliens puissent aboutir à un accord qui va parvenir à stabiliser. Parce que l'enjeu majeur n'est pas aujourd'hui d'occuper Kidal. L'enjeu majeur, c'est de rester de façon constante, pérenne. Et cette façon d'être et de présence ne peut pas aller sans une autre forme de l'État. Il faut qu'on sorte de cet État centralisateur qui est quand même un héritage du colonisateur. Et on ne peut pas vouloir un peu notre souveraineté en étant dans la centralité. Donc, la résolution de la crise au nord et dans notre pays, c'est surtout dans les réformes territoriales, dans le retour de l'État dans une autre forme, une justice équitable, des projets Monsieur Doumbia, est-ce que vous êtes en train de dire autrement, comme le parti CODEM a fait un communiqué, il a invité le gouvernement à appeler au cessez-le-feu déjà. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train Moi, je n'ai pas les moyens, les informations nécessaires pour dire qu'il y ait le cessez-le-feu, parce que c'est eux qui sont dans le commandement. C'est eux qui savent le niveau de la négociation. Moi, ce que je veux... Non, je cite déjà un communiqué du parti CODEM. Là, ça, c'est la lecture de la CODEM. Qui est un parti politique. Qui est un parti politique. Oui. Tout le monde souhaite le cessez-le-feu. D'accord. Mais il faut surtout parler à ceux qui empêchent l'État de s'installer et ceux qui empêchent à ce qui appartient à notre République soit restitué. Il faut d'abord les sensibiliser plus et ensuite dire à l'État de continuer la sensibilisation. D'accord. Mais en fait, c'est à eux de comprendre qu'ils ont signé des accords qui reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali. Ouais. C'est à eux de savoir que dans les accords avec l'aménagement, les camps doivent être restitués. Dans cette optique, permettez-moi, dans cette optique, est-ce qu'on peut toujours retourner autour de l'accord pour sauver l'essentiel? Moi, je suis un partisan de l'accord, je ne l'ai jamais caché. Je suis partisan de l'accord parce que l'accord, dans sa grande majorité, c'est la décentralisation. Et moi, ma conviction profonde est que le Mali de demain, c'est un Mali décentralisé, c'est un Mali déconcentré. Et pour moi, les éléments de l'accord qui font polémique, pour moi, ça n'a pas lieu de faire polémique. Faire en sorte que les régions soient plus autonomes. Faire en sorte que cet État qui a échoué, qu'on puisse permettre, par exemple, à la région de Caï, l'État central, quoi. L'État central, à la région de Caï qui produit énormément de richesses aujourd'hui, qui n'a pas de route. Il y a des difficultés de faire en sorte qu'il y ait l'Assemblée régionale, avec un président régional, mais avec l'État qui veille. Je ne suis pas contre ces réformes-là. Monsieur Doumbia, est-ce que votre position n'est pas guidée par le malaise historique que votre parti entretient avec la question de Kidal? Puisqu'il y a quand même lieu de se demander, vous pensez peut-être qu'il y a peut-être la question de Kidal, c'est une façon un peu de reconquérir ce que Moussa Mara n'a pas pu reconquérir quand il était Premier ministre, mais puisqu'il y a lieu quand même de se demander pourquoi est-ce que
la reconquête de l'intégrité territoriale doit prévaloir pour le reste du processus électoral, alors qu'elle n'a pas prévalu pour le référendum. Pourquoi est-ce qu'on doit se retenir d'organiser le reste du processus électoral parce qu'on est en guerre pour la reconquête du territoire, alors que cela n'a pas été pris en compte pour l'organisation du référendum. Je n'ai pas dit, il faut je reformule. Je n'ai pas justifié le report par ça. J'ai justifié notre posture. Votre posture, je dis. J'ai dit notre posture. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Donc vous êtes l'otage, vous êtes quelque part, comme je voulais dire, un peu l'otage du contexte. Non, vous êtes l'otage du contexte, effectivement. Comme tous les Maliens. De la belligérance qui a été déclenchée. Oui, mais on continuera à vous prendre en otage aussi longtemps qu'on va entretenir cette belligérance. Ce que je crois, Abdraman, c'est que la vérité finit toujours par triompher. Je crois fermement à cela. Et il ne faut jamais, pour que l'adversaire ne gagne contre toi, il ne faut pas qu'il t'amène sur un terrain que tu ne veux pas jouer. Et l'adversaire, c'est qui? L'adversaire, c'est qui ici? L'adversaire, c'est des représentants ou même des acteurs qui veulent voir disparaître les partis politiques. Je ne sais pas qui c'est. Qui, par exemple? Non, Thomas, vous devez le savoir. Vous nous avez juré ici que vous serez franc. Qu'est-ce que vous mettez dans cette boîte? Il y en a beaucoup qui veulent faire disparaître les partis politiques. Il y en a certains qui tiennent des discours publics et dire que les partis politiques n'ont servi à rien. Je n'ai pas besoin de rappeler leur nom ici. Vous le savez bien que moi. C'est moi qui le sais, mais le public ne le sait pas. Le public le sait. Non, le public le sait. Moi, je sais que les gens sauront qui c'est. Et pour moi, le plus important, pendant cette période, on ne se laissera pas piéger. Oui, c'est une évidence. Vous avez promis que les élections seront gagnées et que Yelema va les gagner, ces élections. S'il plaît au bon Dieu. S'il plaît au bon Dieu, je vous rappelle que vous ferez peut-être face à une adversité de taille, puisqu'on parle de plus en plus de la candidature de celui qui détient les rênes du pouvoir actuellement. Donc il pourrait être tenté de se succéder à lui-même, de reprendre, de se passer le témoin. Et qu'est-ce que vous pensez de ces velléités-là qu'on prête au pouvoir actuel, et quelle serait votre position si ça s'avérait? Ce que je vais vous dire, c'est que c'est des déclarations d'intention, c'est des procès d'intention. Pour l'instant, oui, mais beaucoup de procès d'intention. J'arrive à Draman. C'est des procès d'intention. Mais ce qui est clair, la charte dit clairement que ceux qui ont dirigé la transition ne peuvent pas être candidats aux élections. En ce moment, la Cour constitutionnelle est là pour valider les candidatures. Je ne crois pas que notre... La charte, est-ce que c'est le Coran ou la Bible? La charte, aujourd'hui, jusqu'à présent, pour ceux qui disent le discours que la charte... Elle ne peut pas être relue au CNT. Mais ce point précis n'est pas susceptible de révision. D'accord. C'est une évidence, c'est clair dans la charte. Est-ce qu'on peut parler à présent de l'énergie, de l'EDEM, qui a une préoccupation des Maliens? Effectivement, aujourd'hui, la préoccupation des Maliens porte sur les ténèbres que nous sentons toutes les nuits. Et récemment, le ministre en charge de la lumière, comme je l'appelle souvent, a fait un passage, a fait un passage sur la chaîne nationale pour expliquer la situation en disant de passage que le vol de carburant en est une des raisons. Je vous ai écouté une fois, vous avez parlé de problèmes structurants que le Premier ministre Moussa Mara n'a pas pu gérer parce qu'il n'a fait que 9 mois seulement à la primature. Aujourd'hui, en tant qu'homme politique, économiste, jeune brillant, je vous sais brillant, est-ce que vous avez une recette par rapport... Une recette brillante, hein? Non, allez-y. Une recette par rapport à EDM, premièrement. Deuxièmement, pourquoi le régime d'ATT, de IBK, parvenait à subventionner EDM pour qu'on ait de l'électricité, et le régime actuel se trouve incapable n'y arrive pas. De la subventionner pour qu'on ait la lumière. Ok, vous voulez que je vous donne une réponse par rapport à cette préoccupation?
Je demande aussi la clémence des membres du jury de pouvoir me laisser développer un peu cette partie. Mais avec beaucoup de de concision aussi. Beaucoup de concision. Ouais, D'abord, il faut faire un diagnostic. Et la première des choses, c'est de dire la vérité aux Maliens. Dire la vérité aux Maliens, c'est de leur dire que de 2016 à 2018, les montants payés par l'État au titre de subvention s'élèvent à 94 milliards de francs CFA pour un besoin estimé à 190 milliards de francs CFA. Et pendant la période de transition, ça s'est accru. Ça veut dire que l'État n'a pas joué son rôle parce que le gap créé par la différence entre le prix du kilowatt et au prix auquel c'est cédé, c'est l'État qui doit remplir ce gap. Et ça fait quand même de 94 milliards à 190 milliards. Ça, c'est grave. Et c'est dans la source, c'est le rapport du vérificateur général. Je l'ai vu. Dire la vérité aux Maliens, c'est de dire qu'il y a l'existence d'un plan directeur d'investissement optimaux de 2015 à 2035 dans le secteur de l'EDM et qui était censé mettre en œuvre 43 projets. Et sur les 43 projets, seuls 17 projets ont connu un début d'exécution. Ces projets sont d'ordre d'interconnexion. Il y a d'autres projets d'infrastructure à mettre en œuvre, mais ce qui n'a pas été mis en œuvre. Rapport du VVG aussi. Au moment de la publication du rapport du vérificateur général, c'était comme ça. Et ce retard a fait en sorte que le coût de revient a encore augmenté. Le coût de revient du kilowatt a encore augmenté parce que ce projet, on n'a pas pu le mettre en œuvre. Dire la vérité aux Maliens, c'est de dire l'instabilité des directeurs de l'EDM. On ne peut pas faire un projet constant, moyen et long terme avec cette instabilité chronique. En 6 ans, ce n'est pas moins de 5 directeurs au niveau de l'énergie du Mali. Qu'est-ce qu'on peut concevoir et mettre en œuvre en une année quand on est directeur? Et lorsque on lit le rapport du vérificateur général sur l'EDM, il avait été demandé qu'on laisse le conseil d'administration choisir les directeurs. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, il y a la loi de 2014 que le Premier ministre Moussa Mara avait voté à l'époque pour que c'est pour les sociétés comme EDM et d'autres sociétés qu'on fasse un appel à candidature. Et pourquoi on ne retourne pas à ces valeurs-là d'appel à candidature pour mettre en avant en fait les compétences? Dire la vérité aux Maliens, c'est aussi leur dire qu'ils ne payent pas leur facture d'électricité. Une augmentation des impayés de 30 milliards à 52 milliards au 31 décembre 2018. Ça veut dire qu'il y avait l'État de 30 milliards en 2017. Les impayés, c'est aller les factures. C'est de l'État, de l'État. Non, pas de l'État, des citoyens. Oui. C'est aller à 52 milliards de francs CFA. Sans compter les fraudes. Sans compter les fraudes. Ça veut dire que les citoyens, quand même, aussi doivent se remettre en question. Et ceux qui doivent faire les recouvrements aussi se remettre en question. C'est une évidence. Et pour cela, il est important d'apporter un certain nombre de solutions. Les citoyens, s'ils ne payent pas, on les coupe, normalement. Il faut, voilà, c'est ça. Mais en fait, si il y a la complicité, c'est clair. Moi, je pointe du doigt les impayés. Ça, c'est des problèmes que j'ai pu relever. Maintenant, les solutions. Oui. Il y a un plan déjà qui existe, qui n'a pas été mis en œuvre même à 50%. C'est de dire qu'aujourd'hui, ce plan, de venir peaufiner ce plan, le présenter aux Maliens sur tel nombre d'années. L'actualiser. Nous avons tel problème et nous voulons telle solution. Et je vous dis que dans ce plan, il n'y a pas de centrale, qu'est-ce qu'on a eu en Russie même Nucléaire. De nucléaire dedans. Ça veut dire que ce qu'on est allé prendre, c'est une solution prête à porter. Ce n'est pas une solution sur mesure. Alors que nous avons besoin de solutions sur mesure. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait amener ce programme et dire que les experts maliens, avec d'autres experts, on réfléchit, voilà ce qu'on a jusqu'en 2030 comme projection, comme prospective, Amidou. Et d'apporter des solutions et chercher des... Monsieur Doumbia, ce dont nos téléspectateurs ont besoin, c'est des solutions à court terme. Est-ce que d'ici les mercredis, par exemple, qu'est-ce qui peut être fait pour que les Maliens aient le courant? Allez-y. Moi, je ne suis pas pour... Je ne pense pas que ce problème va être réglé, que mes citoyens de façon conjoncturelle. m'excusent. La vérité, c'est que je ne pense pas que ce problème peut être réglé tout de suite. Ouais. Et c'est cette vérité... Ça veut dire que vous admettez qu'il ne revient pas à une transition de gérer ces problèmes structurels là. C'est la transition elle-même qui a porté le chapeau. Il y a un ancien ministre de l'énergie qui a clairement dit que le Mali est désormais autonome sur le plan énergétique. Ce n'est pas nous qui leur avons fait porter le chapeau.
Et c'est un autre ministre qui est sorti que le problème va être réglé. À partir de demain, on va sentir une amélioration. Ce n'est pas nous qui leur avons fait dire cela. Donc, c'est eux-mêmes qui ont porté le chapeau. Même si moi, je pense que la transition là est depuis 3 ans. Le programme qu'ils sont venus trouver, qui est un programme de fort investissement, il fallait commencer à faire des revues documentaires, voir quels sont les problèmes. Et en fonction de cela, même si on va voir un partenaire, par exemple, on a des projets qui sont arrêtés par faute de financement. La BOAD est en train de financer certains, mais certains ne sont pas financés. C'est quand on part chez nos partenaires russes, leur montrer ces projets, eux leur dire clairement voilà les propositions. La BOAD est en train de financer les créances parce qu'elles appartiennent à la Côte d'Ivoire. Oui, mais l'unité qui est en train de se faire à Sotiba, je pense que la BOAD est en train de financer cela. L'aspect des subventions. Pourquoi les régimes précédents subventionnaient EDM pour que les Maliens aient l'électricité et pourquoi cette fois-ci il n'y a pas les mêmes subventions? Bon, en fait, même les régimes précédents, il faut qu'on soit clair. Le rapport du Végal que je viens de parler, c'est un rapport qui date de la période d'Ibrahim Boubacar Keïta. De s'exécuter qu'à moitié. De s'exécuter qu'à moitié. Et ils l'ont fait. Maintenant, la transition est venue pour trouver des solutions, parce qu'elle est venue avec ce discours. Donc, c'était à elle de ne pas répéter les mêmes pratiques de l'ancien régime, parce que le gap existait là-bas. Il faut qu'on ait cette honnêteté intellectuelle de le dire. Absolument. Et ça n'a pas commencé avec la transition. Mais la transition était censée... Mais Doumbia, vous êtes économiste. Il s'agit du même gap. Est-ce qu'une transition sans les apports budgétaires habituels, des pouvoirs réguliers, qui avaient des apports budgétaires réguliers avec des partenaires, ne gérait déjà le problème qu'à moitié? Est-ce qu'une transition qui s'est débarrassée de l'ensemble des partenaires est capable, aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, est-ce qu'elle est capable aujourd'hui, effectivement, d'avoir les moyens de cette subvention-là? En fait, vous êtes d'accord avec moi que la logique voudrait que lorsque vous prenez une option politique, que vous en assumez les conséquences. Vous donnez les moyens. C'est une option politique. Absolument. Maintenant, nous, en tant que citoyens, on attend que les résultats. Moi, je ne discute jamais des questions stratégiques. Vous avez pris telle option, tel partenaire est parti, tel partenaire est parti. Le résultat, je regarde le résultat. Je regarde les indicateurs. Et aujourd'hui, ce qui est patent, c'est que sur le secteur de l'énergie, c'est un échec. Personne ne peut le nier. D'accord. Maintenant, il s'agit de nous remettre en question, de réfléchir ensemble. Et si on vous donne comme solution, si la transition vous donne comme solution la résilience, comme prix à payer pour notre souverainisme, la résilience, si on me dit quand est-ce que ça va prendre fin, c'est pourquoi j'ai dit de parler de planification. Si on me dit par exemple sur 10 ans, il faut faire tel effort, avec les vérités, on peut dire sur 10 ans, on va finir avec tel problème, il faut tel investissement, il faut tel sacrifice du côté des citoyens. Allez-y, Chana, pour votre dernière question. Encore qu'on ait les moyens de ces investissements-là. Pour votre dernière question, c'est une option politique qui a été choisie par la transition, c'est à elle de s'expliquer. Oui, Monsieur Doumbia, vous avez dit tantôt que les prochaines élections seront gagnées par élément. Inch'Allah. Vous comptez sur quoi pour prétendre gagner cette élection? Vous avez un homme providentiel, vous avez vous avez le trésor de guerre, vous avez une vision. Sur quoi comptez-vous pour gagner cette élection? Je compte sur cette équipe dynamique du parti élément. Cette équipe qui n'a pas pu être déstabilisée par ses adversaires. Cette équipe qui a résisté à l'adversité pendant toute cette transition. Cette équipe qui est restée soudée. C'est la première des choses, la constance et la stabilité. Tu ne trouveras pas un parti politique plus stable aujourd'hui que le parti élément. Premier élément. Deuxième élément, les actions quotidiennes du élément parleront à sa place. Parce que pour moi, le discours politique, sans action concrète, n'est que de leurre. Pour qu'on ait confiance en vous, il faut que vous posez des actions. Et je ne vois pas un parti politique qui a autant investi pendant cette transition pour soulager les peines des Maliens que le parti Yelema. Nous avons les hommes, nous avons les idées, nous avons un programme que nous sommes en train de travailler. Nous avons un quartier général de campagne que nous avons déjà. Nos équipes réfléchissent, nos équipes sont sur le terrain. Nous préparons un congrès pour le mois de décembre. Nous avons un président formidable qui réfléchit, qui a fait des réformes structurelles au sein du parti, Dr Youssouf Diawara. On ne peut pas avoir ces hommes
et ses femmes derrière vous et avoir peur d'une candidature. Et je vous le dis, on n'a peur d'aucune candidature. D'accord. On va parler de légalité pour que les gens respectent les règles du jeu. Même celle Mais de on a peur d'aucune candidature, je vous l'ai dit. On leur fera face et on va les battre. Et le Inch'Allah. trésor de guerre, vous êtes prêts? Nous sommes prêts sur tous les plans. Et n'importe quel adversaire qui se présentera devant nous, Inch'Allah, je parle avec... Les actions la dont vous permission parlez de- là. Quelqu'un m'a dit une fois, Moussa Mara fait beaucoup d'activités, et de bienfaisance, de générosité. Où est-ce que vous tirez ces fonds-là proviennent d'où? Où est-ce que vous trouvez cet argent pour faire des actions concrètes? En Où fait- est-ce que vous tirez cet argent? en fait, on dit c'est que- l'argent de Moussa Mara ou du parti? Où est-ce que- Ce que je vous dis, nous avons appris à vivre avec nos propres moyens. Il y a une des valeurs du parti qui parle de la responsabilisation à la base. Et cette responsabilisation à la base dit quoi? Que c'est la base qui finance le sommet. Et lorsqu'il y a un projet, c'est les membres du parti qui cotisent. D'accord. Nous avons quand même beaucoup de membres de notre parti qui sont dans des secteurs, qui sont des pharmaciens, qui sont des experts comptables, qui ne vivent pas de la politique. D'accord. Et ils ont compris que la politique, c'est servir les autres. C'est sortir un peu de ce que tu as pour donner à tes concitoyens. Amidou. Et c'est comme ça que nous parvenons à C'est financer vraiment à chaque compris. fois. On va donner la parole à Abdran pour la dernière question de l'émission. Mais en attendant, vous avez parlé dernières du questions. congrès du parti élément des indiscrétions disent déjà que vous seriez candidat à la présidence de ce parti Je déjà. viens de parler du président, Oui. de toutes les vertus qu'il dit du président. Est-ce que vous nous confirmez? contre lui? Pour quelqu'un qui me connaît, moi, je ne suis pas pressé. D'accord. Je suppose que je ne suis pas prêt tout de suite à conduire un appareil aussi immense que le parti élément. Moi, je continue à me former. qu'il Je est continue sur le à banc. renforcer mes capacités. Et c'est petit à petit. J'ai commencé à la base. J'ai fait 7 ans en commune 1 sans rentrer au bureau national. Et je suis monté au bureau national, j'ai fait une année secrétaire à la communication adjoint. Ensuite, je suis allé secrétaire politique. Je ne suis pas du tout pressé. D'accord. Je vais apprendre à côté de Youssouf Diawara, à côté de Moussa Mara, à côté de Dr Ousmane Koulibaly, de professeur Alassane Traoré, D'accord. de Amadou Boubakari Diko. Je pense que j'ai la chance d'avoir des aînés qui brillants et à qui je peux beaucoup apprendre. Et je continue à Allez-y, apprendre. Abdraman, pour la dernière question. Pour les deux dernières questions. La dernière, hein, on est Ah, vraiment pris. J'ai du mal à choisir. Il faut faire un choix cette Les fois-ci. deux. Les deux trucs que- Et vous n'êtes pas sans savoir. Il ne faut surtout pas les combiner. Certains, Il ne va pas le C'est- faire. certains conseils communaux sont dans la ligne de mire des pouvoirs, comme l'ont annoncé d'ailleurs le ministre de l'administration territoriale, et qui pourrait être vraiment remplacé par des délégations spéciales. Et qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous pensez que cela rentre dans la même logique que vous venez de dire, de reléguer au second plan les partis politiques, D'accord. de les combattre la politique au Mali, ou bien vous pensez que cela se justifie tel qu'ils l'ont dit, comme quoi ce sont des conseils communaux quand même, que selon le ministre traînent des présomptions de malgestion et de malgouvernance? Il y a un premier élément que je tiens à dire. Je dis que je suis dans la sincérité. Le ministre est dans la loi. Parce que c'est le code des collectivités territoriales qui prévoit que quand les conseils communaux sont en faute, de pouvoir mettre des délégations spéciales. Mais moi, ce que je souhaite... Quand ils c'est sont en que- faute. Quand ils sont en Et faute... quand j'arrive. est-ce qu'on établit qu'un conseil communal est en faute? Est-ce Parce que que- quand les fautes sont dites par des simples inspections, sont révélées par ou bien quand une juridiction a reconnu leur faute? Parce que ça, le problème, jusque-là, ce ne sont que des présomptions de faute. En fait, c'est pourquoi vous m'avez coupé. Ok. C'est pourquoi j'ai dit le ministre de l'administration territoriale doit parler des collectivités concernées et publier les fautes qui leur sont reprochées. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire Qui sont qu'ils établies, pas seulement qu'ils sont reprochées. oui. Je ne pouvais pas dire qu'il ne prend pas des gens condamnés parce qu'il n'a pas d'abord parlé des collectivités concernées. C'est Ok. pourquoi je le Je recommande. vous apprends que je certains le ont déjà recommande. reçu les notifications. Bon, moi, je ne suis pas au courant de cela, mais ce que je veux, Oui. je le recommande à publier les localités concernées, les fautes reprochées. Et qu'est-ce que vous pensez des localités où il n'y a même pas encore d'équipe communale, puisqu'ils disent que pour le fonctionnement de certaines nouvelles
collectivités territoriales. D'accord. Ils vont mettre encore des délégations spéciales. S'il n'y a pas d'équipe, la logique voudrait que la délégation spéciale s'installe. D'accord. Mais il faudrait qu'il y ait toujours de la concertation avec les acteurs politiques pour qu'on puisse avoir une équipe Amidou, consensuelle. nous sommes Mais ils sont dans leur Abdraman, s'il droit vous plaît. de pouvoir le Nous faire. sommes Abdraman. Non, le débat est clos. Abdraman, Abdraman, le débat est clos. Le code dit. Abdraman, le débat est Le clos. code dit. Non, il faut que les gens Le sachent. débat est clos. Il y a des infos. Le code dit. Le code dit que les délégations spéciales remplacent déjà des équipes déjà installées. Et comment on peut installer des équipes là où des délégations spéciales là où Il a répondu à la question. J'ai dit que c'est une question de logique. Oui. On est dans un vide juridique. Le bon sens. Maintenant, le bon sens nous recommande à ce qu'on l'accepte. Moi, en fait, je ne suis pas Le bon un sens, défenseur de la la transition, loi, mais en fait, non, Le la bon loi sens, ne l'interdit la pas. loi. La loi ne Nous sommes l'interdit malheureusement pas. au terme La loi ne des l'interdit débats pas. pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer cette fois-ci pour donner la parole à Abdraman encore, pour qu'il nous développe mieux son réquisitoire. Je pense que vraiment nos préjugés du départ n'ont pas été vraiment démentis par sa prestation d'aujourd'hui. Je vois vraiment un invité qui a su allier son rôle convenablement, son rôle de secrétaire politique du parti et de son rôle de citoyen, qui a des perceptions vraiment très objectives de la situation du Mali par rapport à toutes les questions qui ont été évoquées ici. Il a répondu aux questions avec beaucoup de pertinence, avec beaucoup de tact dans ses prises de position. Et, vous voyez, et puis il ne manque pas également de solutions et de recettes. Et je pense que M. Doumbia fait partie de ces jeunes, comme je l'ai dit dès le départ. C'est un nouveau visage qui mérite d'être entretenu sur la scène politique. Et ce n'est pas en le condamnant qu'il sera vraiment bien entretenu. Donc je vous demande, Monsieur le Président, tout simplement de l'acquitter. Lajana. Merci, Monsieur le Président. Pourrais-je mieux dire que Abdraman Keïta? Je pense non. Monsieur le Président, libérez-le. Le pays a besoin de lui, la jeunesse a besoin de lui, son parti également a besoin de lui. C'est l'avenir du pays. Lui et beaucoup d'autres jeunes, nous devons savoir et pouvoir compter sur eux. Que Dieu leur prête longue vie. Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé, il me reste maintenant que le choix de prononcer. De votre conviction profonde aussi. Oui. Voilà. Sauf que j'ai la faiblesse de m'aligner. Sans faiblesse même. de m'aligner derrière ces réquisitoires favorables pour libérer purement et simplement M. Doumbia des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est un appel aux Maliens de soutenir leur pays, d'aimer leur pays. Aimer son pays, ce n'est pas être contre un autre pays. Ce pays nous appartient. Donnons-nous la main pour le construire. Acceptons les divergences. C'est dans les divergences qu'on peut trouver les meilleures solutions. Absolument. Faisons en sorte que le Mali reste indivisible. Et pour cela, nous soutenons n'importe quelle autorité qui va dans ce sens et véritablement dans ce sens. Et un dernier appel aux autorités de la transition. L'histoire a fait aujourd'hui qu'elles occupent des postes aussi stratégiques. L'avenir du Mali est entre leurs mains. La cohésion nationale est entre leurs mains. D'accord. C'est pourquoi certains d'entre eux doivent arrêter de s'attaquer à leurs prédécesseurs parce que ça ne leur rapporte rien. Un Premier ministre, ça rassemble, ça ne divise pas. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité M. Amidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yélema, auteur du livre Les mots et les remèdes de l'Afrique. Merci